Alors, nous sommes de retour aujourd'hui avec Edmond Foyer qui nous avait promis qu'il nous reparlerait si l'équipe de France gagnait la Coupe du Monde. Mais d'abord, merci de nous accueillir encore une fois. Très apprécié de refaire une entrevue avec toi. Ouais, moi aussi, merci, c'est gentil. Bonjour. Si on fait un retour sur cette Coupe du Monde-là, parce qu'évidemment, on s'en était parlé avant la compétition, si on fait un retour sur celle-ci, donne-moi un peu tes impressions générales sur, exemple, le nombre de buts marqués, le nombre d'expulsions, le nombre de pénaltys également, parce que ça fait beaucoup jaser durant les matchs, et également le nombre de gros pays qui sont sortis durant cette compétition-là. Ben, pour moi, tu as raison. Je vais faire un bilan plus général, parce qu'on va laisser la place à tous ces spécialistes pour parler des détails. Moi, il y a quelque chose qui m'a le plus choqué. Toutes les Coupes du Monde se suivent, et à la finale, on se rend compte que l'Europe domine le monde. Sur les 5 continents engagés, tu vois que l'Océanie passe même pas le premier tour et ne gagne pas de match. Tu te rends compte que l'Afrique, c'est vraiment décevant parce qu'on avait des gros espoirs, surtout dans le Sénégal. Mais l'Afrique n'est pas passée loin. L'Asie, pareil, n'est pas passée loin face aux Belges. Et puis après, tu as l'Amérique du Sud. Et puis au final, ça fait maintenant à peu près plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu as encore l'Europe qui est vraiment au top dans le monde du soccer. Qu'est-ce qui explique que l'Amérique du Sud n'a pas le succès escompté dans ces Coupes du Monde? On pense au Pérou, on pense même au Brésil qui tarde à parvenir au sommet après toutes ces années. Moi, je pense que l'Amérique du Sud, ils ont un jeu stéréotypé. Quand je te parle par exemple de Brésil, tu t'attends au beau football, tu t'attends à la possession, etc. Et l'Europe a un jeu plus adaptatif. Donc forcément, comme l'Amérique du Sud a un jeu stéréotypé, ils sont prévisibles. Et avec toutes les technologies maintenant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'adapter à leur jeu. En tout cas, c'est l'explication que j'en ai là. Juste avant le début de la compétition, la FIFA a annoncé en 2026 que la Coupe du Monde allait avoir lieu en Amérique, donc au Mexique, aux États-Unis et au Canada. En termes d'entraîneurs ici, en termes de programme de soccer, comment on prépare les jeunes? Parce que là, j'imagine qu'après cette annonce-là, les préparatifs ont déjà commencé. C'est dans 8 ans, sauf que faut quand même développer les joueurs. Qu'est-ce que ça va changer selon toi et quelle est ta perception de cette nouvelle-là? D'accord. Je vais commencer déjà par ta première chose que ça va changer. On a l'association canadienne qui commence maintenant à venir un peu dans toutes les régions pour parler des nouvelles réformes qu'elle va mettre en place, surtout pour pouvoir avoir une meilleure qualité de formation d'entraîneurs. Aussi que les clubs puissent se doter de meilleurs moyens pour pouvoir avoir des jeunes qui s'intéressent un peu plus au soccer, ça c'est la première chose. Moi, mon impression, pour moi, c'est une très très bonne chose. Et pourquoi je te dis ça? Parce que pour pouvoir accueillir une Coupe du Monde, le Canada va devoir avoir un championnat professionnel. Donc, ce qui veut dire que pour avoir un championnat professionnel, les jeunes vont pouvoir avoir une finalité autre que l'impact. Quand tu prends ici dans la province de Québec, tu as l'impact, après tu as le Dynamo, mais il n'y a pas assez de panel d'offres de services pour que ça intéresse un maximum de jeunes. Et justement, ça va aider la première ligue de soccer du Québec, j'imagine, parce que évidemment, ces équipes-là vont essayer de se battre en championnat canadien pour essayer de créer quand même une saine compétition à l'interne au Québec et au Canada partout. Là. Mais là où ça va faire du bien à la PLSQ, c'est que justement, la PLSQ va vraiment être un tremplin réalisable et réaliste. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont en PLSQ pour se lancer, mais elle a peu de visibilité, parce qu'on joue quand même dans la province. Là, avec le championnat canadien qu'il va y avoir, on va avoir un rayonnement de nos joueurs dans tout le pays, ce qui va faciliter aussi les équipes nationales. Pour moi, c'est une très très bonne chose qu'elle accueille la Coupe du Monde en 2026. Et j'imagine que bon, quand on est habitué de voir ça à la télévision, d'aller peut-être assister éventuellement à des matchs à Montréal, peut-être que ça va donner aussi le goût à des jeunes de jouer et à des anciens qui ont déjà joué de peut-être continuer dans cette avenue-là et de revenir jouer dans les circuits professionnels. Moi, pour l'avoir vécu en 98, c'est vrai que dans les préparatifs de la Coupe du Monde, là, il y a une certaine émulation qui se crée entre nous déjà, les joueurs, les entraîneurs, les supporters. L'après Coupe du Monde, il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent parce qu'il ne faut pas oublier que
Ben, les jeunes sont allés au stade, il y en a qui ont acheté les maillots, il y en a qui ont vécu des émotions. Donc, prends par exemple la Coupe du Monde aux États-Unis. L'après-Coupe du Monde aux États-Unis a permis d'améliorer la MLS, a permis d'avoir de plus en plus d'académies. Les universités se sont améliorées au niveau de leur programme dans le soccer. Donc, on espère tout ça aussi au Canada. Si on revient à la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Russie dernièrement, l'équipe de France qui a remporté, je sais qu'on a parlé de celle de 98, mais est-ce que celle de 2018 est la meilleure de l'histoire et où la situes-tu si tu dois faire un palmarès de l'équipe? Ben, je vais te dire, on n'oublie jamais la première, parce que c'est les premières émotions qu'on a vécues, ça reste gravé. Maintenant, celle de 2018, là, moi, elle m'a surpris, tant malgré tout, on avait la maîtrise. On sentait, oui, ça a été dur, mais on sentait quand même qu'on était sûr dans notre sujet, qu'on maîtrisait, pardon. On sentait qu'on allait faire une grosse Coupe du Monde. J'étais vraiment serein, et je te l'ai dit avant dans mon interview, parce que Deschamps a su prendre des joueurs qui étaient bien éduqués, des joueurs qui étaient obéissants aux règles, aux valeurs. La preuve, le public s'est reconnu en ces joueurs-là. Donc je pense que c'est la plus belle dans la maîtrise émotionnelle, mais la première reste... Parce qu'on se rappelle des scandales qu'il y avait eu, entre autres avec Raymond Domenech, avec d'autres sélectionneurs, et il y a eu également des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. On pense à Lacazette, on pense à Anthony Martial. Et quand même, Didier Deschamps a pris ce risque en tant que manager de l'équipe. Il a assumé ses risques jusqu'au bout et ça lui a porté fruit. Là. Ben, moi, j'aime une phrase que disait souvent Deschamps. Dans un championnat, là, celui qui gagne, eh ben, on peut dire ce qu'on veut, ben, ça reste le meilleur. Aujourd'hui, ils sont champions du monde. Didier est champion du monde, excusez-moi, Deschamps est champion du monde. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de pourquoi il n'a pas pris un tel, pourquoi il n'a pas pris un tel, puisque à la finalité, il avait raison. Et quand on se rend compte que les joueurs qu'il a pris étaient des joueurs vraiment... Bon, tout le monde pouvait se reconnaître en eux. On les semblait unis aussi. Ouais, ils étaient unis. Ça fait maintenant... attends, ça fait 6 ans qu'il prépare son coup. Ça fait... Tu sais, il a retenu la leçon quand même de la finale de l'Euro il y a 2 ans. Où le Portugal, sans même proposer un super jeu, ont réussi à aller la gagner. Et Deschamps est quelqu'un de tellement fin dans la stratégie. Moi, je suis content de ce qu'il a fait. Justement, qu'est-ce qui t'inspire de lui parce qu'il l'a gagné en tant que joueur en 98? Là, il la gagne en tant qu'entraîneur en 2018. Pour toi, ça veut dire quoi, Didier Deschamps? Moi, c'est une machine à gagner. Aujourd'hui, je suis mal placé parce qu'en PLSQ, je suis en difficulté. Mais j'adore gagner, j'adore avoir cette culture de la gagne. Et pour moi, Deschamps a su le transmettre à ses joueurs. Il avait déjà des joueurs qui étaient des gagneurs, mais il a su transmettre cette rage de gagner. Et j'adore ça, et je l'admire pour ça. On a beaucoup parlé de la démission de Zidane du Real Madrid. On pensait peut-être qu'il pourrait un jour prendre les rênes de l'équipe française. Mais là, est-ce que ça retarde à quelques années, peut-être l'arrivée éventuelle de Zidane? Ça doit peut-être changer les plans à long terme un peu de l'équipe. Concernant Zidane, je te l'ai déjà dit, ce qui doit arriver va arriver. Maintenant, on est dans une ère où Deschamps a des belles années devant lui. Je pense qu'on a encore 4 ou 5 ans là, où on peut dominer le monde. Donc laissons Deschamps travailler et puis Zidane, ça viendra naturellement. Et en plus, ça se trouve, ça sera Deschamps lui-même qui voudra passer à autre chose et qui laissera la place après à Zidane. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines de la nationalité des joueurs de l'équipe de France. Ben, en fait, beaucoup de gens se sont questionnés par rapport à ça parce qu'ils essayaient de comprendre. On sait d'ailleurs que le secrétaire général de l'association de soccer de Suisse a mentionné que lui, il demanderait à son association si elle souhaite garder les joueurs binationaux, donc des joueurs qui sont d'origine suisse ou d'origine de d'autres pays qui vont jouer pour ces équipes-là. Le même scénario se produit un peu avec les Français qui sont des joueurs beaucoup d'origine africaine. J'aimerais savoir un peu comment vois-tu cette situation et est-ce que c'est bon aussi pour un pays d'avoir des binationaux parce que veut pas, ça empêche les autres pays pour lesquels ils sont nés ou origine de performer parce qu'ils prennent leurs meilleurs joueurs. Mais tu sais, pour moi c'est un débat, c'est absurde. Il n'y a même pas de débat. Déjà, pour qu'il y ait un débat, on ne doit pas rester qu'au constat. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans le melting pot, le mélange des races. Et tu prends ce fameux secrétaire d'État la Suisse, ben son sélectionneur, il est serbo-croate. Donc qu'il arrête de parler de binationalité. Tu prends aussi en France,
je suis désolé, allez, on va parler un peu de politique. Nos hommes politiques, l'un des poids lourds au niveau de la gauche, là, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il est marocain. Ségolène Royal, elle est née au Sénégal. Donc on ne peut pas parler de binationalité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de frontières. Tu peux très bien partir en voyage avec une ONG, rencontrer quelqu'un là-bas, ton fils il est né là-bas parce que tu as rencontré quelqu'un du pays, et puis l'enfant il arrive ici, et puis il va jouer pour le pays où il est accueilli. Donc je pense que ce n'est pas un débat, pour moi c'est vraiment pour faire du papier. Il sera impossible d'avoir des équipes avec une seule nationalité, c'est impossible. Comme un peu exemple Ibrahimovic avec la Suède. Oui. Mais il est né en Suède, oui. Mais il a des parents qui sont bosniaques. Oui. Exemple, il y a d'autres joueurs qui, exemple, Jemaili avec la Suisse, Shaqiri également, qui sont là. Donc, ça amène peut-être des questionnements par rapport à ça. Moi, évidemment, c'est sûr que c'est un problème qui m'avait été adressé par certaines personnes de voir parce qu'ils disaient certains joueurs viennent du Mali, du Cameroun. Mais je pense que quand même, ça reste que la nationalité sportive et la nationalité de naissance n'est pas la même chose. Non, mais en réalité, je vais te dire, comme je te l'ai dit au débat, pour moi c'est absurde. Il n'y a pas de débat parce que c'est impossible. Aujourd'hui, là, surtout dans le sport de haut niveau, où il n'y a pas d'ouverture, où il y a une ouverture énorme des frontières, je vais te donner un exemple. Allez, je suis sportif de haut niveau, et puis je vais vivre en Espagne. Je rencontre une femme espagnole là-bas. De notre union va naître un enfant qui va grandir en Espagne. Et puis je me sépare avec ma femme et je reviens vivre en France. Mon gamin, il fait quoi? S'il me suit, il fait quoi? Il joue et il est super bon et il est binational, il est de binationalité. Donc tu te rends compte que... Parce que là, les pays vont vouloir que les jeunes choisissent à partir des niveaux juniors, à savoir qui tu veux représenter. Est-ce que c'est la France ou c'est d'autres pays? Ils vont forcer les jeunes à vouloir choisir, je pense. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Si à ta majorité, je crois que c'était jusqu'à 21 ans que tu pouvais choisir. Si on dit maintenant à ta nationalité, tu choisis un pays, ok, pourquoi pas? Mais tu ne pourras pas empêcher une équipe c'est presque discriminatoire, qui est 100%. Je n'en reviens même pas que ça soit un débat en 2018, tu vois. Non, je comprends. Pour terminer cette phase un peu de la Coupe du Monde, j'aimerais que tu me projettes un peu sur ce qui pourrait arriver, selon toi, à l'Euro, les pays là, que tu as vus. Comment tu as vu un peu cette Coupe du Monde avec les nouveaux règlements de reprise vidéo, avec toutes ces choses-là qui sont arrivées? Est-ce que tu entrevois que les prochaines compétitions internationales seront aussi enlevantes que cette Coupe du Monde? Je vais te dire quelque chose. Le plus gros enseignement que je tire de la vidéo, c'est que tu as des arrêts de jeu très très longs. Donc si tu as des arrêts de jeu très longs, quand tu mènes et puis que tu as 7 minutes d'arrêt de jeu, le facteur émotionnel, il va être encore plus fort pour les fins de match. On va avoir des fins de match à rebondissement. Donc la vidéo, elle va apporter ça. Ensuite, j'ai trouvé que dans cette Coupe du Monde-là, même s'il y a des erreurs, parce que la certitude 100% n'existe pas, la vidéo a quand même réglé certains problèmes qu'il y aurait eu. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, moi, je suis peut-être un dinosaure. Je préfère l'arbitrage avec ses erreurs, parce que ça fait partie du jeu. Mais dans le sport de haut niveau, il y a des tels enjeux financiers qu'une erreur peut avoir des conséquences désastreuses pour un club. Donc c'est pour ça que la vidéo est une bonne chose. Mais à notre niveau, à nous, là, l'arbitre a fait des erreurs. Et puis, parce qu'on a quand même constaté... On a quand même constaté dans les matchs de la ronde préliminaire, de la phase de groupe, qu'il y avait eu des choses que les arbitres ont appelées, qui n'ont pas été appelées en phase éliminatoire, et ça, ça va toujours rester quand même dans le sport. Là. Ouais. Mais parce que même s'il y a la vidéo, à un moment donné, l'arbitre se retrouve face à sa décision. Donc si c'est face à sa décision, c'est propre à comment lui il l'interprète à ce moment-là. Donc de toute façon, il y aura toujours des gens qui trouveront que la décision n'est pas bonne. Il y a eu des choses qui se sont passées depuis la Coupe du Monde, parce que le marché des transferts s'est ouvert en Europe depuis la fin de la saison. Et je pense, le plus grand joueur qui a suscité le plus grand intérêt en Europe, Cristiano Ronaldo, qui avait mentionné après le match du Real Madrid, c'était bien de jouer ici. Il avait créé cette polémique après le match dans les tabloïds espagnols et partout dans le monde. Il a été transféré à la Juventus de Turin, 100 millions d'euros. Que penses-tu de ce transfert mirobolant pour Ronaldo qui a signé pour 4 ans là-bas? Est-ce que pour toi, d'abord, qu'est-ce que tu penses et est-ce que c'est sa dernière équipe en Europe? Là où
Pour moi, aujourd'hui, Ronaldo est une légende. Il écrit lui-même son histoire. C'est lui qui, dès que la Ligue des Champions s'est terminée et qu'il a fait son annonce, on en a presque oublié qu'il venait de la gagner la 3e fois. Tout le monde s'est concentré sur son annonce. Après, pour moi, Ronaldo reste la référence en termes de travail. C'est quelqu'un qui, comme il le dit, il aurait largement pu aller jouer en MLS, en Chine, au Qatar, en ayant le double du montant du transfert. Mais il a préféré rester dans une équipe compétitive qui veut jouer la Coupe du Monde, qui veut jouer la Ligue des Champions. Donc ça montre à quel point ce mec-là, c'est un grand champion. Maintenant, en termes de tarifs, je lisais dans le journal de l'équipe, je crois, en l'espace d'une journée, ils avaient déjà rentabilisé la moitié de son transfert en vente de maillots. Et c'est énorme. Et il y a un autre journaliste qui disait, aujourd'hui, à 50 millions d'euros, là, t'as plus rien. Parce que les transferts sont devenus fous. Parce que regarde Alisson, le gardien, qui vient d'être transféré 75 millions d'euros. Et regarde, je parlais tantôt de Gelson Martins, qui est parti du Portugal et qui s'en va jouer du côté de l'Atlético de Madrid. C'est des montants assez élevés. Mais je pense que ça faisait à ma prochaine question. C'était, est-ce que pour toi, la Coupe du Monde est un tremplin pour ces jeunes-là? Bien sûr. Ces jeunes joueurs et ces joueurs-là qui performent. Déjà, dans leur contrat, alors je te dis, dans leur contrat, il est déjà mis, quand tu es international, donc déjà tu as une prime supplémentaire, et en plus, une fois que tu deviens soit champion du monde ou que la Coupe du Monde, elle te permet de te mettre en valeur, mais c'est sûr que ta cote, elle a grimpé. On prend Mbappé, tout le monde sait qu'il a un talent énorme, mais entre ce qu'on savait avant la Coupe du Monde et ce qu'on a vu après la Coupe du Monde, je peux te dire que le plus dur commence pour lui. Mais il est assez fort pour ça, hein, je ne suis pas inquiet. Mais il va avoir tellement maintenant de pression que c'est là que ça commence. Parce que c'est un diamant, ce gamin. Et évidemment, c'est pour revenir sur Ronaldo. Il veut écrire l'histoire en Italie parce que la Juventus a remporté la Calcio A depuis des années. Ils ont toujours fini premier. Ils ont eu de la difficulté en Ligue des Champions, quoi qu'ils ont perdu contre le Real Madrid de Ronaldo. Mais je pense qu'à 33 ans, il peut encore laisser sa marque. En fait, quand je te dis Ronaldo écrit son histoire, il a démarré au Portugal. Ensuite, il est allé en Angleterre. Après, il est allé en Espagne. Maintenant, il est en Italie. Ce qu'il veut, lui, c'est briller partout où il est passé. Plus il va aller de club en club, plus il va laisser sa patte. C'est quelqu'un qui, et encore, il a des beaux jours devant lui. Il y a un article qui disait qu'il a un corps d'un joueur de 20 ans. C'est incroyable. Sur un point de vue athlétique, il fait des performances de quelqu'un de 20 ans. C'est vraiment une machine, ce joueur-là. Tu parlais tantôt de Mbappé, pour conclure là-dessus. Mbappé va reprendre les activités avec le Paris Saint-Germain. C'est ça. D'ailleurs, il va jouer avec son coéquipier Neymar, qui a fait la controverse dans cette Coupe du Monde. Beaucoup de vidéos ont passé sur les réseaux sociaux avec les roulades. As-tu été surpris de l'attitude de Neymar dans cette Coupe du Monde? Est-ce que parce que les gens ne se sont pas reconnus en Neymar parce qu'ils trouvaient qu'il exagérait beaucoup les coups qu'il recevait? Mais moi, Neymar, c'est sûr que sur un point de vue du talent, il n'y a rien à dire. Après, je pense que pour Neymar, tout est un jeu. Mais il ne prend pas assez conscience des conséquences que ça peut avoir auprès des idoles, auprès des jeunes qui s'identifient, auprès des éducateurs qui doivent aussi vouloir qu'il montre l'exemple. Il ne s'en rend pas compte parce que tout est un jeu. Quand il décide de chambrer un adversaire, de niaiser, pardon, un Québécois, donc quand il décide de chambrer un adversaire, je ne pense pas qu'il le fait pour l'humilier. Il le fait parce que derrière, il y a des jeunes qui vont vouloir apprendre ces nouveaux dribbles. Pour lui, c'est un terrain de jeu. Après, les roulades, oui, il exagère. D'ailleurs, je pense qu'il l'a compris, puisque lui-même, il s'est moqué de ses propres roulades. Mais il ne faut pas lui tomber dessus comme ça, parce que quand tu le regardes jouer, il donne envie. Moi, en tout cas, il me donne envie, sauf quand il exagère un peu. Alors, c'était encore une fois très intéressant cet entretien avec toi sur tout le topo qu'on a vu, retour sur cette Coupe du Monde, ce qui s'en vient. J'imagine que le soccer français sera en pleine expansion et j'espère que quand même vous serez, c'est sûr, champion du monde pendant longtemps parce qu'on le souhaite aux équipes qui gagnent, hein, on souhaite qu'ils le demeurent. L'Espagne a été roi d'Europe durant très longtemps. Ben, félicitations à votre nation, votre pays et félicitations à tous les joueurs français qui sont ici au Québec. Et il doit en avoir beaucoup. La proportion, est-ce que tu as une idée exacte? Non, parce que y a des bars
français ici qui diffusent les matchs, etc. Mais comme je te dis, on est assez, ça passe à des moments où on ne peut pas forcément se réunir. Tu vois la Coupe du Monde, là, il y a des matchs à 6 h, il y en avait à 11 h, il y en avait à 15 h. Ça a été pas facile. J'ai pas une idée à peu près de la proportion. Mais les joueurs de soccer ici dans la région, entre joueurs, ça doit quand même la finale, on les enthousiasmer. Oui, exactement. La finale, on l'a regardé tous ensemble avant de partir à un match là, avec les joueurs. Et c'était énorme. La moitié était pour les Croates. D'ailleurs, on ne les a pas fait jouer. Ils étaient sur le banc. Je ne les ai pas fait jouer du tout parce qu'ils étaient pour les Croates. Non, je rigole. Mais non, c'était vraiment bien. J'adore cette ambiance-là qu'il y a. Et je pense qu'à Québec, pour revenir à ça, là, il y a quelque chose qui est en train de naître là-dessus. Donc c'est une bonne chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc ça va être à surveiller dans les prochaines années. Et si tu veux bien, la prochaine grosse compétition, que ce soit l'Euro, que ce soit d'autres compétitions internationales dignes de ce nom, si tu le permets, on aimerait bien te rencontrer pour encore une fois discuter de tous ces sujets-là parce que c'est toujours très intéressant, toujours très pertinent. Et nos lecteurs seront et surtout ceux qui verront l'entrevue vidéo, seront très choyés de voir que, évidemment, là, on a fait ça dans un très bel endroit avec un fond de terrain de soccer là, pour montrer la réalité, évidemment, du soccer ici à Québec, des belles installations qu'on peut profiter. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt, avec plaisir.